Alors, avant de commencer notre atelier et même si nous nous rencontrons sur, une plateforme virtuelle, j'aimerais bien sûr, procéder à une reconnaissance des territoires et reconnaître donc que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel, des nations algonquines, Anishinabé et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et demeure, encore, présent. Nous tenons à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux se passe sur ces territoires ancestraux autochtones où 46, traités et autres accords ont été dédiés. Nous sommes, bien sûr, honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Alors, comme je sais que nous nous trouvons tous, sur des territoires, différents, je vous invite à indiquer, le territoire sur lequel vous vous retrouvez, sur le chat ou encore de faire une recherche, sur, le site internet, nativeland.ca pour en savoir plus, sur, l'histoire, les traités ainsi que les peuples. Alors, quelques consignes, avant que nous commencions, l'atelier. Donc cet atelier est enregistré, hein, pour permettre à d'autres parents de bénéficier de l'information. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr, utiliser le bouton «Lever la main» ou alors écrire votre question directement dans le chat. Alors, l'atelier de ce soir et afin de marquer, le mois de l'histoire des Noirs, nous accueillons Elikea, Doumbé de l'organisme Micro, qui est le mouvement pour l'inclusion des communautés racialisées en Ontario. La mission de Micro est d'encourager, les afro-descendants à se reconnecter à leur culture, en vue de renforcer leur, construction identitaire, ici au Canada. Donc, je cède la parole, à Elikea, qui va vous en dire davantage sur, l'organisme Micro et bien sûr nous faire découvrir ou redécouvrir les trésors de l'héritage, africain. Elikea, je te cède la parole et je vous souhaite un bon échange. Merci beaucoup, beaucoup, Georgette, pour, cette introduction, pour cette présentation. Hem, donc je vais commencer par, présenter Micro. Micro, comme tu l'as dit, c'est le mouvement pour l'inclusion des communautés racisées ou racialisées, un terme que je déteste. On pourra en parler plus tard, pourquoi, de l'Ontario, mais ça nous permet de nous définir ici au Canada et nous avons donc un programme qui s'appelle Connexion culturelle et qui est financé par, la Fondation Trillium de l'Ontario et ce programme donc, repose sur, 4 piliers. Nous avons, des ateliers de passeurs culturels. Nous travaillons avec les parents, nous les outillons pour qu'ils puissent, avoir les éléments nécessaires pour transmettre leur culture et pour transmettre des éléments historiques à leurs enfants, à leurs jeunes. Ces outils, que nous leur offrons, c'est pour qu'ils ne soient pas dans la confrontation avec, la culture universelle de leurs enfants, mais qui puissent les inviter, les engager de façon, hem, je vais dire, attrayante, à se reconnecter à leur culture et à construire leur identité culturelle. Donc ça, ce sont les pasteurs culturels, ce sont des ateliers mensuels. Nous avons un club de lecture où, les familles, découvrent, des auteurs noirs. Donc on se retrouve, à fréquence trimestrielle autour d'un livre. On a découvert Césaire, en ce moment on est en train de lire, les humanités classiques africaines de Kalala Omotunde. On a vu, je ne sais plus qui on a vu demander là, enfin on a vu un certain nombre Mmh. de personnes, Beaucoup qui d'auteurs. dont les biographies ont été écrites par des auteurs noirs, et d'autres livres également de fiction. Nous avons des cours de swahili également où nous donnons des rudiments de cette langue-là qui est parlée par, plus de 200 millions de personnes à travers le monde. Nous la donnons, aux personnes qui sont intéressées. C'est une langue officielle de l'Union africaine, mais c'est également une langue qui est parlée dans plusieurs pays en Afrique. Donc c'est la langue, je pense, la plus répandue, la langue africaine la plus répandue, à travers le monde. Elle est déjà dans certains programmes scolaires en Colombie. Donc, c'est Oui. dire à quel point cette langue est,
appréciée. Elle a une très belle mélodie, elle a une très belle sonorité et puis la culture swahili également, est assez intéressante. Donc nous in nous initions, les participants à cette langue-là et puis ça leur permet également de voyager et certains ont même décidé de faire le pas et d'aller carrément, dans les pays où on parle le swahili, d'aller au Kenya, d'aller en Tanzanie, d'aller à Zanzibar et cetera. Oh, Donc c'est c'est vraiment, c'est génial ça. ouais. Et si je puis me permettre, j'ai cru voir passer une information comme quoi vous avez eu les premiers diplômés de la On a eu les cohorte. premiers gradués, il y a eu Les vrais. 25 D'accord. personnes qui ont gradué, qui ont, adoré le cours. L'instructrice, c'est Khadija. Elle est incroyable. Ils l'ont adorée, ils ont adoré travailler avec elle. Ils ont aimé ce qu'elle leur a transmis. Donc c'était vraiment, un très, très moment. Beaucoup d'émotions de part et d'autre parce que ce sont des gens, pour certains qui n'ont rien à voir avec cette culture, avec, la culture swahili, mais c'était un point de un comme un point de retour à cette ancestralité, de savoir OK. parler une langue africaine, pour eux, c'était comme un point d'ancrage. OK. Ah bah, Et puis je vais enfin oui, et non, vas-y, je t'en prie. le 4e pilier sur lequel on, avec lequel on travaille, ce sont des masterclass en storytelling venant d'une culture de l'oralité, la narration, qu'elle soit donc, sous toutes ses formes, hein. La narration est importante, se raconter est important. C'est quand on se raconte qu'on a une voix, c'est quand on se raconte qu'on a une parce qu'on a une voix, on a une place autour de la table. Donc savoir raconter l'histoire de sa famille, savoir raconter l'histoire de la communauté, c'est important. Donc, on fait ces masterclass en storytelling et les masters qu'on reçoit, ce sont des personnes qui viennent d'univers divers. Ça peut être un cinéaste, comme on en a eu un, ça peut être un auteur ou une autrice, ça peut être un biographe, ça peut être un conteur. C'est vraiment de tout qu'on toutes ces personnes-là, tous ces profils-là qu'on reçoit comme maîtres pour les masterclass en storytelling. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Je l'annonce parce que je pense que c'est important. Ce week-end, nous célébrons également le mois de l'histoire des Noirs et nous aurons donc la projection d'une série qui s'appelle African Empires. Ce sera à Hamilton, au théâtre Westdale, donc à l'ouest de Hamilton. Et on va donc mettre à l'affiche, mettre en lumière 4 empires importants, 4 empires africains importants. Et puis, nous, à l'issue de chaque projection, non, à l'issue de 2 projections, parce que c'est 2 projections par jour, 2 projections Mmh. le samedi, 2 projections le dimanche, nous aurons donc une discussion, une conversation avec un historien, l'historien et enseignant, le docteur Amadou Ba. Bah, oui. On a reçu aussi APPE qui nous a fait une présentation, je pense que c'était en 2022, sur, la francophonie à Mhm. travers les années. Super intéressant. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux commencer la présentation? Oui. Oui? OK. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Hem, Partage d'écran. Oh, et oui. Vous voyez tous mon écran? Oui, Excellent. oui, c'est bon. OK. Alors, quand tu m'as approché pour, cette présentation, je savais pas par où commencer, mais le thème me parlait beaucoup et le thème cette année du mois de l'histoire des Noirs, c'est l'excellence des personnes noires, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire. Et ce thème me parle parce que il est question de démontrer au public qu'en effet, il existe une excellence noire. Et pour nos jeunes, c'est très, très important de le savoir car ça permet de développer non seulement leur estime de soi, mais également leur confiance en eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui permet de développer l'estime d'un groupe ou d'une communauté, c'est l'histoire de ce groupe, c'est l'histoire de cette communauté. C'est ce que ce groupe possède de collectif. Et en général, ce qu'on a de collectif, c'est ce que nous avons été, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons accompli, c'est d'où l'on vient également. Et en explorant ce thème, l'excellence des personnes noires,
un patrimoine à célébrer, on est aussi en droit de se poser la question, il est où ce patrimoine? Et à partir d'où est-ce qu'on doit le célébrer? Alors, pour répondre à cette question, pourquoi ne pas commencer, pardon, au tout début, repartir aux origines? C'est ce que nous allons faire au cours de cette session. Nous allons énoncer les prémices de la civilisation du peuple noir au cours de sa préhistoire. Et pourquoi parlons-nous de prémices? Parce que c'est à partir de ces prémices qu'une civilisation se construit. C'est à partir de ces prémices-là qu'une civilisation évolue. Et en survolant ces prémices, nous voyons très clairement comment nos ancêtres ont contribué par leur talent, par leur sensibilité, par leur créativité, à créer des sociétés fortes et magnifiques qu'on peut retracer à travers l'histoire. Et comment ce travail qu'ils ont fait, c'est ça qui a été à la base des civilisations, j'ai envie de dire de la civilisation universelle. Il est donc juste qu'on attribue à cet homme-là, à cet homme préhistorique, à notre ancêtre, qui plus est notre ancêtre africain, il est important qu'on lui attribue le mérite auquel il a droit et qu'on lui donne également les titres auxquels on ne pense jamais lui attribuer. Ce sont ces talents que nous allons égrener au fil des diapos qui suivent. Donc, bienvenue dans ce... Oups, voilà, bienvenue dans ce voyage dans le temps au cours duquel nous allons décliner 12 prémices, 12 jalons qui marquent les débuts de l'aventure humaine grâce à nos ancêtres africains. On pensait qu'on n'était pas si vieux que ça, on pensait qu'on n'avait que 200 000 ans. C'est ce que indiquaient les fossiles trouvés au Botswana et au Zimbabwe. Et ben non, c'est trompé, hein. On est beaucoup plus vieux que ça, on est plus vieux de 100 000 ans de plus. Donc on a trouvé les restes fossilisés d'Homo sapiens à Djebel Irhoud au Maroc. Et il se trouve donc que les fossiles qu'on a trouvés avaient 300 000 ans, dataient de 300 000 ans avant notre ère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 302 000 ans qu'existait déjà l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme, l'être humain comme vous et moi, un être capable de penser. Il y a 302 000 ans. Et on peut se demander, mais comment est-ce que cet homme, il a vécu, cet homme ou cette femme, hein, je vais dire homme, comment cette personne a vécu? On peut imaginer qu'il a dû faire montre d'une très grande force, d'une très grande résilience, parce que son environnement, c'était pas un champ de pâquerettes. Il y avait une grande adversité, le climat était hostile, la nature était hostile, les animaux qui s'y trouvaient, etc. Donc, comment il a fait pour survivre à ce point-là? Et on se dit bien qu'il ne pouvait pas rester là, assis, à attendre que la civilisation lui tombe dessus ou qu'on lui apporte la civilisation sur un plateau d'argent. Alors non. Alors commençons donc à reconnaître et à lui attribuer les titres qu'il mérite à cet homme préhistorique qui vient de très loin. Alors, il y a des millénaires que les premiers sapiens, donc l'homo sapiens, l'homme moderne comme nous, il y a des millénaires qui le voyagent à travers la planète. Il a survécu, on le sait, grâce à la chasse, grâce à la cueillette. Et il se trouve que sur une base régulière, voire quotidienne, nos ancêtres couvraient des distances très longues pour traquer les animaux, pour trouver leur subsistance. Alors, imaginons-les traversant de telles distances, puis devant par la suite retourner chez eux auprès des leurs. Selon l'historien Faris Soupia, c'est l'un des auteurs de ce gros pavé. Ce gros pavé s'appelle When We Rule, quand on va en savoir un petit peu plus, en savoir un petit peu plus sur l'histoire des Africains. Donc pour lui, nos ancêtres étaient très ingénieux pour se retrouver, pour s'orienter, pour rentrer chez eux. Ils devaient avoir développé un sens très aigu de l'observation, ce qui leur permettait d'étudier les reliefs, de différencier les collines, les rochers, différencier les arbres et de s'en servir comme repère. Et plus la distance augmentait, plus il était nécessaire pour eux d'avoir une très bonne compréhension, une compréhension approfondie de leur environnement, une connaissance de ce que nous appelons aujourd'hui la géographie. Donc, on peut aisément conclure que nos ancêtres étaient des géographes.
Cependant, pour couvrir des distances de 100 km, comme ils le faisaient régulièrement, il leur a fallu aller au-delà de l'étude des reliefs. Et pour cela, nos ancêtres se sont mis à observer, parce que leurs yeux ne leur permettaient plus de voir au-delà de ce qu'ils pouvaient voir, au-delà des collines et tout ça. Ils ont levé la tête et se sont donc mis à regarder au-dessus de leur tête. Au-dessus de leur tête, il y avait des astres. Ils utilisaient les astres pour pouvoir se repérer. Et c'est là le début de l'astronomie que le peuple Dogon du Mali a plus tard maîtrisé au point de découvrir l'étoile Sirius, comme on le sait. Et en vue de pouvoir chasser, il faut avoir quelques notions de physique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut pouvoir déterminer les caractéristiques physiques des roches, savoir quel type de pierre utiliser pour forger une arme, connaître la résistance de cette pierre, etc. Alors pourquoi ne pas le dire? Nos ancêtres étaient aussi des physiciens. Ici, on a ce qu'on appelle des harpons. Et ces harpons-là, c'est la première preuve de culture par l'homme. Ce sont les harpons du Katanga. Ils se trouvent sur un site archéologique sur la rivière Semliki qui court de Congo à l'Ouganda. Et selon un autre historien, c'est l'historien John Henry Clark, c'est un historien panafricain. Euh, pour lui, les cours d'eau, et pour lui et pour beaucoup d'autres, hein, les cours d'eau, c'était les voies les plus rapides pour se déplacer d'un point à un autre. Plusieurs sociétés se regroupaient ainsi le long des cours d'eau, et c'est ainsi que les gens s'organisaient et pouvaient construire leur civilisation. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore en train de parler de civilisation. On parle ce soir des prémices de la civilisation. Mais on peut déjà, à partir de là, voir la progression. À partir de la préhistoire jusqu'à l'ère de l'Afrique moderne, on voit bien comment la civilisation a évolué et comment le sapiens sapiens a traversé les différentes phases de développement. Et ce que je vous invite à regarder, c'est vraiment l'ingéniosité avec laquelle il fallait tailler ces harpons, qu'ils soient faits de pierre ou d'os. Il fallait vraiment avoir un sens du maniement des objets tels que la pierre et tels que le rocher ou encore tels que l'os. Alors, dans les prémices, nous avons ces artefacts qui ont été trouvés dans les grottes de Blombos. Les grottes de Blombos se trouvent à côté de Cape Town, à 300 km à l'est de Cape Town, en Afrique du Sud. Alors, on vient de voir que nos ancêtres, c'était des physiciens, mais ils sont aussi devenus des experts en lithologie. La lithologie, c'est la science, l'étude des roches et l'étude des sols. Ainsi, les découvertes qui ont été faites à Blombos mettent en lumière ces aspects modernes de l'Homo sapiens d'Afrique il y a 70 000 ans. Je suis allée un petit peu trop vite. Hop, voilà. Et avant toutes les autres populations, on voit que ces gens-là, ils ont créé un vaste éventail d'outils et ils ont utilisé pour le faire des techniques extrêmement pointues. On est là il y a 70 000 ans, je le rappelle. Donc, ils ont pu tailler des objets de façon extrêmement pointue. Ils ont taillé et creusé des coquillages. Et on se dit, les scientifiques, les chercheurs disent que ces coquillages-là, déjà il y a 70 000 ans, leur servaient peut-être de parure. Et cela témoigne donc de l'inventivité de ce groupe d'humains capable de dévoiler de nouvelles techniques et des idées fonctionnelles. Par exemple, ils ont découvert qu'ils pouvaient travailler les pointes de cils crête en pressant dessus, par la pression, plutôt que plutôt qu'en tapant dessus par la percussion. Donc, plutôt que de taper sur le rocher, ils, ils, ils utilisaient d'autres outils pour pour exercer une pression sur l'outil et détacher soit des plaques, soit les rendre plus pointus, des choses comme ça. Donc, en somme, ils ont démontré une maîtrise et une avance technologique en créant ces outils-là avec des os, avec des poinçons et en gravant des blocs d'ocre. Ici, par exemple, c'est un bloc d'ocre dont on va parler
un petit peu plus tard. Et on reste toujours à Blombos et on voit que il commence à développer un sens esthétique, comme peuvent en témoigner les parures de coquillages qu'on a trouvées dans ces grottes, les voilà encore. Et certains scientifiques pensent que le bloc d'ocre, celui sur la gauche, là, aurait pu être utilisé pour dessiner des motifs sur le corps humain, faire des, dessiner des tracés sur les parois des grottes, par exemple, ou alors saupoudrer la poudre saupoudrer le résidu d'ocre pour colorer des objets. Et ce bloc ce qu'ils appellent un kit de maquillage date de plus de 100 000 ans. Voilà donc une vue de la grotte de Blombos, qui se trouve donc au Cap, en Afrique du Sud. Et c'est un site qui est vraiment exceptionnel parce que la plupart des choses qu'on a découvertes là-dedans, ce sont des premières, ou alors ce sont les choses les plus anciennes qu'on ait pu trouver. Par exemple, c'est là qu'on a trouvé les premières approches de l'art. C'est là qu'on a vu les premières recherches esthétiques, les nouvelles techniques de taille de pierre. Donc, ce bloc d'ocre, par exemple, il est très important et il révèle beaucoup de secrets du passé. Et il date de 75 000 ans. Il constitue donc l'une des plus anciennes représentations artistiques connues. On en a trouvé deux précisément. Et ces deux blocs ils présentent des traces d'utilisation, mais surtout des motifs géométriques que vous pouvez voir, hein, qui sont donc en forme de croisillon. Ce que les scientifiques notent à cette époque, c'est qu'il n'existait rien dans la nature qui avait cette forme géométrique, soit de losange ou de triangle. Au point où d'aucuns se demandent si, à cette époque-là, donc il y a 75 000 ans, ce n'était pas le début d'une réflexion autour de la géométrie. Et d'autres scientifiques avancent, mais c'est très controversé encore, ils avancent que cela préfigurait peut-être de la construction des pyramides que d'avoir cette forme géométrique, que d'avoir des triangles. Parce que rien dans la nature ne leur a permis de concevoir un triangle ou un losange. Et pour le mathématicien Pascal Adjamagbo, c'est un Togolais, euh, il estime que c'était déjà, à cette époque, il y a 75 000 ans, c'était une réflexion scientifique. Et que cette réflexion scientifique a été initiée par ces personnes qui se trouvaient à Blombos. Et que cette réflexion s'apparente aujourd'hui à des univers mathématiques qui sont très particuliers. Et pour certains qui continuent la réflexion et les supputations, suppositions, parce qu'il n'y a pas encore de lien établi, de lien scientifique, c'est d'abord une exploration, mais les recherches continuent dans ce sens. Certains y voient un lien très clair avec les systèmes de triangulation du GPS. Donc, nos ancêtres étaient-ils des mathématiciens, voilà. Alors, c'était aussi des communicateurs naturels. Ici, on trouve cette peinture rupestre, elle est vieille de 75 000 ans. Et n'en déplaise à Wikipédia, les peintures qu'on trouve sur ces sites-là, que ce soit à Blombos ou ailleurs, au Kenya par exemple, elles sont les plus anciennes connues à date et elles ont également été réalisées à l'encre rouge. Elles constituent donc les plus anciennes représentations artistiques connues et ce sont véritablement les premières traces de création humaine. Et je précise que les autres œuvres préhistoriques qu'on a pu trouver dans d'autres parties du monde datent de 40 000 ans plus tard. Donc 40 000 ans avant, on faisait déjà ce type de dessin. Et lorsqu'on regarde ces dessins-là, ils nous parlent énormément. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, j'y vois des montures. J'y vois de la volaille, comme ici, parmi des humains. Je vois des humains qui sont sur ces montures, qui tiennent, je ne sais pas si ce sont des outils,
ou bien des instruments de chasse, ou bien des armes. Je ne sais pas si ce sont des outils ou des armes, mais je vois autant de choses qui me parlent et qui me disent que peut-être qu'on avait déjà commencé à domestiquer des animaux parce qu'on monte sur ces montures-là. Et je vois cet animal, je ne sais pas si c'est une pintade, en tout cas avec des taches, c'est comme une volaille avec des taches. Donc, est-ce qu'on avait déjà commencé à domestiquer des animaux? Est-ce qu'on avait déjà commencé l'agriculture? Parce que je vois quelque chose ici qui ressemble à un épi, je ne sais pas. Donc, ce sont autant de questionnements qu'on peut avoir lorsqu'on tombe, lorsqu'on se retrouve face à ces artefacts ou ces outils de la préhistoire. Et bien qu'à ce stade, on ne puisse pas encore parler de civilisation, ces peintures prouvent quand même que l'homme avait trouvé des moyens de communiquer, de raconter une histoire, d'exprimer une vision, sa vision du monde, sa vision de la vie. Donc le chasseur-cueilleur de l'époque, il avait aussi trouvé l'usage pour l'utilisation de l'encre rouge. Donc il était capable d'une réflexion poussée. Ici, on a affaire au calendrier d'Adam. Et c'est à Mpumalanga, c'est toujours en Afrique du Sud. C'est un site d'une grande importance historique, car on pense qu'il s'agit de l'une des plus anciennes structures construites par l'homme dans le monde. Euh, donc, je l'ai dit, hein, ce calendrier, il a 75 000 ans. Il est constitué d'une série de pierres qui sont dressées en cercle. Et certains chercheurs affirment qu'on en trouve partout à travers le continent, mais on sait qu'on en a trouvé au Kenya, à Namuratunga, et au Soudan, à Nabta Playa. Donc, ça veut dire quoi pour les chercheurs? Ça veut dire que la science, la connaissance ont voyagé. Si on trouve il y a 75 000 ans un calendrier et que on trouve le même calendrier construit de la même façon au Kenya et au Soudan, ça veut dire que la connaissance a voyagé, ça veut dire que cet homme-là, il a voyagé ou alors il a transmis son savoir. Donc, nos ancêtres, non seulement ils étudiaient les astres, mais ils savaient aussi construire un calendrier. Et ce calendrier-là, figurez-vous qu'on pouvait y lire l'heure, on pouvait y lire le jour, on pouvait y lire le mois, on pouvait y lire l'année, il y a 75 000 ans. Et à ce stade, on peut se demander pourquoi est-ce que ces gens-là éprouvaient le besoin de calculer le temps. À ce moment-là, est-ce qu'on se posait des questions sur le temps, mais ils éprouvaient le temps, ils éprouvaient le besoin de calculer le temps. Est-ce que ça veut dire que, est-ce que c'était en lien avec d'autres pratiques? Est-ce que c'était en lien avec l'agriculture? On sait bien que, en ce qui concerne l'agriculture, il faut calculer le temps pour déterminer les saisons, savoir à quel moment on doit mettre la semence en terre, etc. Autant de questions. Donc, c'est l'un des questionnements que ces calendriers-là nous poussent à exprimer. Voilà une autre vue de ce calendrier-là. Euh, euh, je ne sais pas le lire, hein, malheureusement, mais il déterminait les saisons, le solstice d'hiver, l'émergence de l'étoile Sirius à tant de degrés, etc. Donc, ce sont ce genre de choses que nos ancêtres, il y a 75 000 ans, étudiaient déjà. Nos ancêtres étaient également les premiers mineurs. Les mines d'Eswatini, donc l'ancien Swaziland, oui c'est ça, l'ancien Swaziland, le long de la cordillère de Ngweya, sont, sont datés de plus de 43 000 ans. Donc il y a 43 000 ans, les chercheurs estiment que l'humain se consacrait déjà à l'activité minière. Et c'est pas étonnant. Quand on voit qu'il y a 75 000 ans, ils travaillaient l'ocre. L'ocre, c'est ce qu'on allait chercher quand on cherchait également du fer. Donc, ils ont pu déterrer de l'ocre, ils ont pu utiliser l'ocre. Donc, il y a 43 000 ans, ils allaient chercher autre chose. Ils allaient chercher du fer, certainement parce que c'était des mines de fer. On peut lire sur le site de l'UNESCO que ces humains-là ont déplacé 400 tonnes de granit pour trouver les minéraux dont ils avaient besoin. Et à ce moment-là, à cette époque-là, ils avaient besoin de fer euh, pour
pour tailler leurs outils, pour développer d'autres outils ou des arts. Et en bas, donc, on voit ces mines des Swatini, à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Alors, était-il aussi précurseur de l'arithmétique et des mathématiques? C'est ce que semble nous indiquer l'os qu'on voit là. C'est l'os de Lebombo. C'est un os de babouin qui a plus de 40 000 ans. 43 000 ans, il est là. Et il est considéré par les premières calculatrices qui étaient utilisées pour calculer et marquer le temps. Ces os de babouin ont 29 encoches. Et 29 encoches, pour les scientifiques, c'est à peu près un mois, c'est à peu près 30 jours. Et pour les archéologues, l'os de Lebombo était surtout utilisé par les femmes pour calculer quoi? Pour calculer leur cycle menstruel. D'autant plus qu'elles avaient vu une concordance entre le cycle menstruel et le cycle de la lune. Dans plusieurs langues africaines, on parle de la lune lorsqu'on parle du cycle menstruel. On entendra les gens dire « je vois la lune, je ne vois plus la lune ». Quand on ne voit plus la lune, c'est un signe que la femme est enceinte. Donc, ces os de Lebombo, selon certains archéologues, ils étaient utilisés par les femmes qui avaient fait des encoches pour pouvoir marquer leur cycle menstruel. Et donc, c'est toujours ces ossements, ces os-là, toujours des os de babouin qu'on trouve au Congo. Et ceux-là sont appelés plutôt l'os d'Ishango. Mais il se trouve qu'on l'a trouvé plus de 20 000 ans plus tard, entre 20 et 30 000 ans plus tard. Et ces os, contrairement aux précédents, ont des calculs beaucoup plus complexes, comme on peut le voir. OK? Donc, les calculs sont beaucoup plus complexes, mais ça nous indique également quelque chose. Ça nous indique encore une fois que le savoir et la connaissance ont voyagé, mais ils n'ont pas voyagé pour rester statiques. Si on y voit des encoches beaucoup plus complexes, etc., ça veut dire que la réflexion également a été plus complexe. Ça veut dire que le savoir a été transmis, mais le savoir n'a pas été seulement transmis, le savoir a été amélioré. Et l'os d'Ishango laisse donc à penser que il y a eu une réflexion approfondie autour des calculs et des mathématiques. Donc, voilà encore ces os. Là, ce sont des calculs qui sont faits pour essayer de déterminer ce qu'ils nous disent des systèmes. Donc, on les compare à d'autres systèmes de calcul, comme en Chine ou en Argentine et au Chili, etc. Donc, on essaie un petit peu de comprendre ici ce que ces gens vieux de plus de 40 000 ans essayaient de nous dire. Et on le lit ici, après la main qui permet de compter sur les doigts les plus anciens auxiliaires de calcul. Donc, c'était des bâtonnets, des cailloux, etc. Et puis après, il a fallu trouver des systèmes beaucoup plus complexes. Alors, cette peinture rupestre d'origine kenyane, elle nous confirme les premières traces de l'élevage domestique. Et elle date d'il y a 15 000 ans. Et justement, les scientifiques situent il y a 15 000 ans le début de l'agriculture. Ça veut dire que la mise en terre volontaire de semences, de la première semence, et la domestication des animaux, ça marque l'implantation de l'homme en un lieu. Donc la nécessité pour lui de s'organiser. S'il reste en société, en un seul lieu, s'il se sédentarise, on peut commencer à parler de civilisation, mais on n'y est pas encore. Mais essayons de nous focaliser sur cette image qu'on regarde, qu'on voit, et on voit un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous voulez partager, si vous voulez dire quelque chose, mais moi, je vois. Ou je vais vous laisser parler. Tiens, j'ai parlé. Je vais vous laisser parler. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Quelqu'un veut se lancer? Ou Vous bien... dites ce qu'on voit? Désolé. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Merci, Néné. Excellent. Je m'excuse vraiment pour ce petit problème que j'ai eu là.
Ce que je vois sur cette image, ça me rappelle un peu l'histoire de l'Égypte antique. Je vois sur un tissu, sur le tissu, il y a des dessins des êtres humains, des animaux. Ça ressemble un peu à la vie d'un peuple. C'est tout à fait ça. Sauf que c'est pas un tissu, c'est les parois d'un mur, d'une Ok. grotte. Donc, c'est l'art pariétal, hein, comme on l'appelle, où il y a 15 000 ans, donc, les gens se représentaient. Et effectivement, ils ressemblent vraiment à certains hiéroglyphes égyptiens, euh, mais on n'en est pas, pardon, on n'en est pas encore là à la civilisation. Donc, on voit des caprins, on voit des bovins, on voit même que les gens commençaient à se maquiller avec comment est-ce que je vais dire ça, du maquillage corporel. Ok, je ne sais pas si vous le voyez comme moi. On voit, euh, on voit certains qui sont sur des animaux. On voit vraiment que c'est un homme qui est un être humain, pardon, qui vit en société. Je ne vois pas tout mon écran, malheureusement. Oups, excusez-moi. Oh mince, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allée très vite retrouver ma diapo. Voilà. Donc, il y a 15 000 ans, on voit que on commençait, que la domestication des animaux était possible. On voit que les gens vivaient vraiment en société parce qu'on voit les animaux tout autour. On voit une vie de village en fait. Hein. On voit des gens qui font attention à leur apparence physique il y a 15 000 ans. Ça me parle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me parle. Et puis, nos ancêtres étaient également des pionniers de la navigation. Et ça, ce qu'on voit là, c'est l'une des plus vieilles embarcations de la planète. Elle remonte à il y a 9000 ans du côté du Nigeria. Et les experts qui ont examiné cette pirogue ont pu déterminer qu'elle avait été construite par un peuple qui avait la maîtrise de la navigation. Et voilà le site de excavation, c'est ce qu'on dit, hein, excavation. Le site d'où on a retiré, le jour où on a trouvé euh, la pirogue et qu'on est venu la retirer du sol de Dufuna. Elle est aujourd'hui dans un musée. Et pour le docteur Eluyemi, qui est un éminent archéologue nigérian, il a ajouté que cette découverte rivalisait avec les civilisations les plus fantaisistes d'Afrique et du Moyen-Orient, notamment l'Égypte, la Mésopotamie et la Phénicie. C'est-à-dire que ces pays que je viens de citer sont réputés pour leurs compétences en navigation. Et ben, cette pirogue-là, elle démontre qu'elle pouvait résister, qu'elle avait été construite par des gens qui savaient exactement ce qu'ils faisaient, qui connaissaient l'eau, qui connaissaient les fleuves et les mers où cette pirogue allait naviguer, et ils savaient donc exactement comment la construire, comment la mettre en forme. Donc voilà, en gros, les 12 prémices, les 12 jalons, les 12 marqueurs de notre préhistoire qui dévoilent les premiers accomplissements du noir en tant qu'aîné de la planète, aîné de la planète Terre. Ces prémices démontrent que nos ancêtres, ces tout premiers Homo sapiens sapiens, étaient des êtres totalement accomplis et aboutis, tant au plan morphologique, car c'était des hommes debout, c'était des bipèdes, tant au plan scientifique, car ils représentaient la plus ancienne forme d'intelligence humaine. Ils pouvaient créer, ils pouvaient inventer, ils pouvaient réfléchir, ils pouvaient trouver des solutions complexes à des problèmes tout aussi complexes. Donc, chers parents, et ça c'est un petit peu ma conclusion, en racontant l'histoire à vos enfants, qu'ils comprennent bien que cet homme noir, je le précise, n'était pas un sujet passif qui attendait que d'autres viennent créer sa modernité.
cet homme-là a apporté un patrimoine civilisationnel à l'humanité entière. Et il faudrait donc que cette histoire-là puisse également entrer dans les livres scolaires, qu'elle puisse entrer dans les écoles. Et mon vœu est que, avec l'annonce qui a été faite par le Canada d'intégrer un module sur l'histoire des Noirs dès la 7e année, et ben que en écrivant, en développant ce module-là, qu'on puisse également intégrer des historiens, des chercheurs, des scientifiques issus de la diversité pour développer ce module-là, ce qui permettrait donc d'éviter une vision afrocentriste de l'histoire, parce qu'on le sait également, la vision de l'histoire est afrocentriste. Quand on nous parle de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, c'est une vision afrocentriste parce que l'Amérique existait déjà, elle était peuplée. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire ce soir. La fiche que vous voyez, c'est pour annoncer la projection de African Empires, une série magnifique de 4 épisodes qui mettent en lumière 4 empires africains. Et cette série sera donc projetée gratuitement à Hamilton ce week-end, les 17 et 18 février, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et je pense que j'ai fini cette fois et je vais arrêter le partage. Et je suis donc, j'espère qu'on peut discuter, qu'on peut avoir une petite conversation autour de l'histoire, autour de ce que les enfants apprennent, autour de ce qu'on ne sait pas. Et en gros, voilà.